Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais je suis toujours confiné. Drôle de mot confiné, qui fait autant penser au canard confit de ma grand-mère qu'à ce sentiment mêlant tout à la fois enfermement, sécurité et encaustique. Ouais, drôle de mot pour un étrange moment. Un moment, une époque qui nous voit obligés de rester à la maison pendant que d'autres font tourner la baraque. Et pour le dire vite, on pourrait même affirmer que ce sont les gilets jaunes qui la font tourner, cette baraque. Les infirmières, les infirmiers, les caissières de supermarchés, les livreurs, les camionneurs et autres chauffeurs, les agriculteurs, les employés territoriaux, toutes ces personnes que l'on retrouvait majoritaires sur les ronds-points l'an dernier, où ils se faisaient, entre parenthèses, largement arrosés de gaz lacrymogène. Et un an plus tard, voilà que l'on les célèbre tous les soirs à 20h. C'est sans doute vite oublié que lorsque ces mêmes personnels, notamment les personnels de la santé, se mettaient en grève pour alerter contre un manque de moyens criant, symbolisé par une politique budgétaire toujours plus marquée par les économies, ils étaient finalement peu nombreux dans la rue. 9 mois de grève, de manifestations, de violences policières, de refus des chefs de service de continuer à remplir le côté administratif de leurs fonctions, et Agnès Buzyn continuait à répéter tel un mantra que non, il n'y avait pas de restrictions budgétaires, que oui, le gouvernement avait attendu leurs craintes, affirmation péremptoire, martelée contre l'évidence et la simple honnêteté intellectuelle. Souvenez-vous ce drap sur lequel était écrit à la peinture noire « Il compte les sous, on comptera les morts » qui flotta début décembre à l'entrée de pas mal d'urgences d'un certain nombre d'hôpitaux hexagonaux. 9 mois de grève pour rien, et voilà qu'en 1 mois et demi de pandémie, ils sont devenus indispensables, formidables, héroïques, promis un relèvement de leur salaire et une amélioration substantielle de leurs conditions de travail. On a beaucoup à droite, ou chez les tenants du macronisme, mais finalement c'est pareil, fustigé ces luttes des hôpitaux, ces luttes des ronds-points, ces grèves de cheminots, de traminots, d'enseignants, luttant pour le maintien de leurs acquis, comme ils disent. C'était l'arrière-garde contre la modernité, à les entendre, c'était l'obscurantisme contre la promesse d'un futur néolibéral radieux. Mais ils sont où maintenant, ces premiers de cordée qui devaient faire ruisseler les lingots? Ils sont où ceux que Jupiter avait chargé de faire redescendre la richesse? Eh bien, en ce moment, ils sont plutôt devant les sièges des grands groupes du CAC 40 pour essayer de sauver leurs dividendes annuels. Et malgré la dureté de l'époque, les commerces à la limite du dépôt de bilan, le secteur culturel ravagé comme un champ après le passage d'une nuée de criquets, l'inquiétude d'une grande partie de la population, ne sachant pas de quoi demain sera fait, eh bien, ils ont gain de cause, eux, comme vient de le montrer l'augmentation de 20% des dividendes des actionnaires de Vivendi pour l'année 2019. Comme quoi, lutter pour ses acquis, ça peut marcher. Merci Vincent Bolloré pour ce message d'espoir. Oui, vraiment, on vit une étrange époque. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31. Nouvel épisode confiné, monté et mixé par Eric Falavier, qui sous le surnom de Yoda officia aux manettes de cette émission, mais c'était il y a bien longtemps. Merci en tout cas pour ce dépannage circonstanciel et bienvenue. Tulipe de son côté assure toujours la captation des morceaux
publiés sur Facebook, morceaux qui serviront de bande de son de cette émission hebdomadaire. Ce soir, Jean-Pierre Lérac viendra nous annoncer une nouvelle, Pierrick Desgommes nous livrera un nouveau décryptage de la pensée jupitérienne, notre bon professeur Thibault, sa rubrique pelliculaire hebdomadaire, et Aurélia Corbière, la deuxième partie de son entretien avec André Cuc de la Ligue des droits de l'homme. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Bertrand Betch, chanteur prolifique, un album environ par an depuis son arrivée à Toulouse en 2010, est un adepte de la chanson contrastée, toujours douce amère, thématique pas drôle mais humour féroce garanti. Son nouvel album La Traversée en est un dernier exemple. La Traversée sort aujourd'hui, il est sur toutes les plateformes de streaming et de vente en ligne. Tout de suite dans Caramel Mou, Bertrand Betch, Les Embardés, chanson visionnaire et de circonstance, même si écrite il y a un an. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Il faudra prendre son temps, avancer lentement, trouver le chemin, épouser son destin. Il y aura des pas de côté, on verra le fossé, on se fera peur, on fera des erreurs. Il y aura des drames, il y aura du vacarme, il y aura des larmes, mais toujours une flamme. Et on y arrivera, on s'en sortira. On y arrivera, et on s'en sortira. Il y aura des adieux et puis des éveils, comme quand il pleut et puis qu'il fait soleil. Des portes se fermeront, d'autres s'ouvriront. Il y aura des obstacles et parfois des miracles. Il y aura des embardées, des sorties de piste, des loupés, des ratés. Il faudra prendre des risques. À la pierre, puis l'on se pardonnera, on réglera tout ça, on se brûlera les ailes, on aura souvent tort, on tombera de l'échelle, on n'en saura que plus fort. Quand tu rates le fond, arrête de creuser et trouve la façon de te réconcilier. On s'en sortira, tu verras, on y arrivera, tu verras, on s'en sortira, on y arrivera. Qu'est-ce que c'est? Caramel Mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Premier à nous rendre une petite visite ce soir, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission bout en train revendiquée de notre petite équipe. Eh bien, Jean-Pierre Lérac est triste et grave ce soir. Amis mélomanes confinés, bonjour. Ça y est, le couperet est tombé, la décision est prise, le festival Jazzalus n'aura pas lieu. Vous vous en doutez, c'est une décision qui a quand même été très difficile à prendre. Nous avons retardé au maximum cette décision car nous avions envie de le maintenir, d'autant plus que c'était notre 30e anniversaire. Le discours de Macron lundi dernier nous a fait comprendre que c'était vraiment, ça serait difficile d'organiser un festival cette année.
Donc il y a quand même eu un épisode un petit peu, comment dire, rocambolesque, pour pas dire, on a frisé le ridicule. C'est 2 jours après l'intervention de son propre ministre de la Culture qui disait sur les ondes de France Inter que peut-être certains festivals pourraient se tenir. Ça a juste mis un flou supplémentaire. Déjà que personne ne savait trop ce qui allait se passer. Ça a juste mis un doute supplémentaire dans la tête des organisateurs. C'est vrai que les gens se sont dit pourquoi on pourrait peut-être faire notre festival. Bon, on a vite compris que tout cela était quand même assez farfelu et très imprécis, comme d'habitude avec notre cher gouvernement. Donc il était vraiment très très plus sage de prendre cette décision, même si c'était la mort dans l'âme. Chaque année, à cette période de l'année, je viens au micro de Caramel Mou commencer à parler du festival Jazzalus, et parler des artistes qui vont s'y produire. Je serais venu évidemment parler d'Iva Abitova, parce que nous étions très heureux d'inviter Iva Abitova cette année. Nous avions décidé pour le 30e anniversaire d'inviter un artiste qui avait marqué ses 30 ans de festival. L'idée d'Iva Abitova s'est donc imposée assez vite parce que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué le festival. C'est bien elle. Elle était passée 2 années à Luce en 96-99 et j'ai un souvenir très précis de ce concert en 96 parce que il y a eu un véritable choc. C'est une artiste que peu de gens connaissaient et vraiment une musique venue d'ailleurs avec une façon de chanter avec une décontraction incroyable et en s'accompagnant au violon. C'était tout à fait nouveau à cette époque, je crois qu'elle a fait école depuis. Voilà, elle était très heureuse de revenir au festival cette année, et nous encore plus, et d'autant plus que elle devait faire un duo avec le guitariste Fred Fries. Alors on était doublement heureux, c'est vrai que Fred Fries, c'est aussi un personnage qui a marqué notre festival. C'était aussi l'occasion de faire un petit clin d'œil au film Step Across the Border. Magnifique documentaire sur Fred Fries. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande particulièrement. C'est vraiment un très très beau film. Peut-être vous le trouverez sur le net. Donc vous pouvez toujours regarder ce film puisque vous ne les verrez pas tous les deux sur la scène de Jazzalus malheureusement. Nous, à ce que nous concerne, on va écouter un morceau d'Iva Abitova pour avoir un peu plus de regrets, et puis en espérant peut-être que l'année prochaine on pourra la retrouver sur les scènes de Jazzalus. Voilà, allez, ciao ciao. Yeah.
radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Salut Jo Kangourou, bonjour aux auditeurs de Campus que je suis ravie de retrouver. Je vous propose à nouveau une interview d'André Cuc, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme à Gaillac. On l'a écouté dans la première partie de cette interview qui a été diffusée sur une émission précédente à propos des restrictions de droits et de liberté pendant ce confinement. On va entendre maintenant comment il envisage l'après-confinement, l'après-crise sanitaire. Qu'est-ce que, selon lui, toutes ces lois qui passent dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire impliquent et à quoi il va falloir faire attention. André Cuc, c'est parti, appelons-le. Allô ? Allô André ? Oui. André, tu es président de la section gaillacoise de la Ligue des droits de l'homme. Après avoir discuté des restrictions de liberté pendant l'état d'urgence sanitaire, j'aimerais qu'on t'entende sur l'après-crise. Là, en ce moment, il y a des mesures très extrêmes en termes de surveillance de la population qui sont en train d'être autorisées, notamment par le biais de ces fameuses applis de tracking, de géolocalisation, qu'on nous présente comme indispensables au déconfinement. Je crois que la LDH alerte sur ce sujet. Oui, effectivement, on donne une quelques précisions là par rapport à ça. Bon, le tracking, ce sera peut-être pas exactement du tracking comme on l'entend, comme l'ont fait certains pays. D'après ce que j'ai compris là aujourd'hui, ce serait un système par Bluetooth des connexions entre Bluetooth de plusieurs personnes, et quand quelqu'un serait déclaré positif, effectivement, on essaierait de contacter, de voir toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Bon, effectivement, en soi, c'est peut-être un bon truc, mais bon, voir comment on le met en application. Bon, d'abord, ce serait des applications volontaires. Bon, alors, quelle efficacité? Alors, moi, je doute, j'ai un petit peu peur que ce soit un terrain d'expérience pour extrapoler par la suite. C'est parce que je ne vois pas très bien. Bon, si on laisse les gens libres d'utiliser l'application, d'installer l'application ou pas, je ne vois pas très bien l'efficacité. Ensuite, si ça fonctionnait, comment on fait? Est-ce que les données vont être visibles en permanence? Bon, c'est-à-dire que c'est pas tout un chacun qui va effectivement pouvoir voir qui il a côtoyé, mais ça permet peut-être pour certains de contrôler à quel moment ils ont côtoyé quelqu'un, qui c'était, alors que moi c'est une inquiétude, effectivement, de ce côté-là. Il y a aussi dans cette loi d'état d'urgence sanitaire des pans entiers de la législation qui concerne le droit du travail qui a été modifié. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet d'inquiétude et d'alerte pour vous? Bien sûr, parce qu'on régresse au niveau du droit du travail, on l'a vu depuis plusieurs années. Là, le patronat et certains partis, je pense que c'est les partis de droite surtout qui demandent à ce qu'on puisse carrément augmenter la durée du travail en autorisant davantage d'heures supplémentaires, et des heures supplémentaires souvent qui ne seront peut-être pas payées. Donc pour rattraper la crise, je ne pense pas que ce soit quand même... On ne peut pas toujours demander des efforts eux-mêmes, alors qu'on a vu que jusqu'ici, les actionnaires continuaient toujours à toucher leurs dividendes au même niveau, et même des fois plus. Donc c'est la question qu'on peut se poser aussi. Mais enfin, c'est plus du domaine social que du domaine du droit. Enfin, bon, je peux quand même le souligner. On en parlait un petit peu tout à l'heure quand tu disais que la société est de plus en plus sécuritaire. On oppose de plus en plus la sécurité et la liberté. J'ai l'impression qu'avec la crise du coronavirus, on rajoute la notion d'économie dans la balance. Est-ce que c'est nouveau, ça? Non, c'est depuis quand même plusieurs décennies. C'est vrai que ça vient souvent dans la balance. On l'a vu, on a dit, attendez, on ne peut pas taxer la finance parce que sinon les capitaux s'en vont. Il
il me semble que, effectivement, on donne de plus en plus de pouvoir à l'économie. De toute façon, tout le monde remarque que c'est l'économie qui prime souvent sur pas mal de décisions, quoi. Et effectivement, la sortie de crise, là, est inquiétante à ce niveau-là. Oui, c'est encore une réduction pour les plus faibles, ça c'est vrai. Merci beaucoup André. Je rappelle l'adresse du site de la Ligue des droits de l'homme, ldh-france.org. Il y a énormément de documentation là-dessus. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Là, on a bien conscience en fait que cette crise, elle touche à tous les domaines de la société. Elle va avoir après coup des impacts à de très nombreux niveaux. Vous, votre mission, c'est une mission d'alerte, d'accompagnement. Est-ce qu'on a un organe institutionnel de régulation et de contrôle fonctionnel à l'heure actuelle, pendant le confinement, qui pourrait justement avoir un petit peu le même rôle que vous de pondération de ces mesures? Dans le domaine législatif, évidemment, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Après, il y a des lobbies là-dessus, il y a tout un tas de choses, mais on a vu que jusqu'ici, l'exécutif prenait de plus en plus de droits sur le législatif. Ça aussi, c'est tout un problème dans nos institutions. Ouais. Et on se pose des questions aussi là-dessus, évidemment. Merci beaucoup André. Je rappelle l'adresse du site de la Ligue des droits de l'homme, ldh-france.org. Il y a énormément de documentation là-dessus. Merci beaucoup. Au revoir. Give me a speck of sand, and I'll build an entire desert homeland. Send me shiny drift nets, and I'll sow my perfect dress. Je mange les sirènes. So there'll be nothing left to feed your fantasies. Elle mange les sirènes. And now the sailors are dying, and this whole world's going crazy, and the sea is only a tear in my grief, and the sea looks like the grave of all humanity, and the sea is just a little tear in my grief, and this evening sanctuary
envoûtante, invention incessante, c'est Frederica Alesina avec le morceau Merci que l'on vient d'écouter. Un morceau qu'elle était venue nous jouer il y a 1 an dans ce studio, dans Caramel Mou, et qui fera partie de son nouvel album qui sort, promis juré, en mai. Celui-là depuis le temps qu'on l'attend. Alléluia. On a une hymne. Je suis malade. Ah ouais, complètement malade. Ben là, appelle le 15 de suite. J'ai attrapé... Vous avez attrapé quoi? Coup de soleil. Bon, ben ça va. J'ai la fièvre dans le sang. Ah ben là, c'est geste barrière. Hein. C'est 1 mètre entre nous. Je vais dire même 1,50 m. La nuit, je m'en lave les mains. Ah, ça, c'est très bien. C'est super. Alors, si je peux me permettre, pas que la nuit, hein, le jour aussi, vous pouvez vous laver les mains. Après ce petit rappel sanitaire concocté par Wally, place maintenant à Pierrick Desgommes. Pierrick Desgommes qui par ailleurs publie tous les jours ses dessins de presse sur sa page Facebook ou sur le site pierrickdesgommes.canalblog.com. Pierrick Desgommes continue aujourd'hui encore à décrypter pour nous le discours jupitérien. Et je vous jure, il y a vraiment du boulot. 1, 2, 3, 4. Et donc vous pouvez prendre un homme politique et lui faire dire n'importe quoi avec sa voix comme si c'était vrai. Je veux ce soir vous dire la peur, l'angoisse et le chagrin. Je veux ce soir vous dire la solitude et la tristesse. C'est pour vous dire la peur, l'angoisse et le chagrin. Et la solitude et la tristesse. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai le blues. Yeah, yeah, yeah. C'est pour moi un ébranlement intime. Et je veux ce soir partager ces mots. Il est difficile d'entendre ce qui semblait impossible. Et ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. C'était un dépistage sonore confiné par Pierrick Desgommes. J'ai
le blues. Yeah, yeah, yeah. J'ai si mal. On est là, aux fenêtres et au balcon, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça, car on est là. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas les hôpitaux saturés, la santé dégradée, les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas les milliards aux entreprises, comme toujours ils priorisent leur intérêt sur nos vies et sur nos droits. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas. Les précaires vont travailler sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. On est là, aux fenêtres et au balcon, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. Allez, bisous. Dernière rubrique de ce soir, la page pelliculaire de notre bon professeur Thibault. Professeur Thibault qui s'est fixé comme mission dans cette période de jachère de nous fournir un film de tout genre, mais hautement recommandable. Bonsoir, professeur Thibault. Bonjour, petite fée de la FM, je ne vous vois pas et vous me manquez. Donc deuxième chronique spéciale confinement. D'ailleurs, je vais parler de deux films, mais je pense que je les ai déjà traités. Mais à la fois, je me dis qu'il faut absolument les revoir et l'air du temps s'y prête parfaitement. Donc je suis dans mon petit bureau. Alors je ne sais pas vous. Alors, chers auditeurs et chers Joka, je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais moi j'ai l'impression que les murs rétrécissent de plus en plus. J'étais bien dans ce bureau au départ, j'étais très bien, mais là ça fait quand même un bon bout que j'y suis, et j'ai l'impression que tout se rétrécit comme ça, que l'espace devient de plus en plus exigu, là comme ça, c'est terrible, terrible, terrible. Vais-je y résister ? La prochaine chronique nous le dira peut-être. En tout cas, on va partir donc pour celle-là. Alors c'est pas du tout une rareté parce que là je préfère pas traiter de films très rares et qu'on mettra du temps à trouver ou à commander, etc. Je traite des titres en fait qu'on peut trouver légalement ou qu'on peut trouver illégalement. Donc encore une fois, personne ne vous en voudra si vous allez trouver si vous allez trouver ces choses-là d'une manière illégale. Je vais y arriver. Donc quand je vais énoncer le premier titre, tout le monde va me dire ah mais oui, mais c'est bien sûr, mais je pense encore une fois qu'il est très 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 important de retourner aux deux films dont je vais vous parler, qui sont d'ailleurs du même réalisateur. On commence avec le premier, donc tout simplement, qui est le Zombie de George A. Romero, le Dawn of the Dead, donc qui est la deuxième entrée dans le grand cycle des morts-vivants de Romero. C'est une fausse suite à La Nuit des Morts-Vivants. La Nuit des Morts-Vivants date de 1968 et donc quasiment 10 ans après, Romero va faire un autre film de zombies. Celui-là est complètement hallucinant, c'est quelque part une super production, c'est pas un film qui a coûté très cher, mais je pense que pour Romero à l'époque, là, il y a un petit peu d'argent. Donc Dawn of the Dead, Zombie,
qui raconte tout simplement l'histoire d'un groupe de survivants. Nous en sommes donc quasiment, les morts-vivants ont envahi la Terre. C'est l'effondrement de la société, et donc là ça raconte l'histoire d'un groupe de survivants donc qui veut un petit peu échapper à toute cette folie et qui va se réfugier dans un supermarché, un énorme centre commercial, enfin un mall, comme appellent ça nos amis américains, tout simplement parce que il y a de quoi manger, il y a de quoi subsister dans cet endroit pendant des mois et des mois, peut-être en attendant que la situation revienne à la normale. Une situation qui revient à la normale, hein, humour, attention. Donc il y a un truc moi que j'adore bien sûr dans ce film-là, c'est que ce centre commercial donc est infesté de zombies. Alors on peut se poser la question pourquoi. Tout simplement parce qu'une fois zombifiés, les gens continuent à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire de leur vivant, et donc là il y a tout un tas donc de zombies qui viennent faire leurs courses dans le supermarché parce que c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc bien évidemment le message, alors qui c'est vrai est un peu éléphantesque, mais n'empêche ça marche toujours. Effectivement c'est une charge contre la société de consommation, ce qui nous a emmené la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Donc comme je le disais, c'est peut-être éléphantesque, mais ça marche bien sûr tout le temps. Zombie est aussi un formidable film d'action. Il y a quelque chose il y a quelque chose du western là-dedans, donc qui va être pris à un moment donné d'assaut par de très très méchants bikers, et donc c'est la propriété. Alors c'est la propriété en fait qui va perdre bon nombre de personnages, des personnages de ce film. Je vais y arriver. Je suis un peu embrouillé aujourd'hui, mais ça c'est les espaces là qui se réduisent. C'est exigu. Donc Zombie, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ça? Je pense que c'est un chef-d'œuvre de l'histoire du film d'horreur. Donc comme je l'ai dit, avec ce petit côté western, ce côté bien évidemment film d'action. C'est marrant parce que c'est un film qui va être très 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 mal perçu en France lors de sa sortie. Alors il va y avoir un truc complètement hallucinant, c'est que le film va se manger 4 ans d'interdiction. Le film va sortir en 1981, alors qu'il a été fait en 1977. Donc ces 4 ans d'interdiction donc sont dus tout simplement à la censure française de l'époque, à l'époque où il existait une véritable censure, attention. Et tout ça pourquoi? Parce que bien évidemment c'était incitation, le motif de l'interdiction donc était incitation à pillage de supermarchés. Donc on croit rêver, mais là où on rêve peut-être encore plus, c'est que quand le film va sortir donc en 81 et qui va commencer à être vu, c'est que cette charge contre la société de consommation va échapper à la plupart des critiques. Alors certains bien sûr l'auront monté à l'époque, mais c'est la plupart en fait ça leur échappe, donc ils ne comprennent pas, etc. Il faudra attendre quand même quelques années avant qu'on se dise mais oui, mais bien sûr ça oui, oh là là mon Dieu, c'était évident, mon Dieu, c'était évident. Eh oui, mais que voulez-vous, en tant que Français, nous ne sommes pas infaillibles, comme vous le savez. On va poursuivre donc avec toujours un film de Romero, et c'est le film qu'il a réalisé donc juste après Dawn of the Dead, et qui pour moi complète parfaitement Zombie, qui est un film qui s'appelle Knight Riders, donc qui date de 81, alors qui est pas du tout lui, alors qui est peut-être un des films les moins connus de la carrière de George Romero, bien qu'il soit revenu dernièrement là, un petit peu sur le devant de la scène là, grâce à une très 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 belle édition Blu-ray. Alors ça c'est un film très 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 étrange, puisque c'est en gros c'est l'histoire d'une troupe de troubadours anarchistes qui donc c'est cette troupe en fait qui organise c'est une communauté anarchiste, on peut le dire, qui organise en fait
fait, pour survivre, qui organisent des joutes comme ça, publiques, et ils ont remplacé les chevaux par des motos. Donc c'est un curieux mélange de quelque part de films de motards. Alors c'est saupoudré aussi de légendes arthuriennes, puisque cette troupe donc est tenue, enfin est dirigée, pas nécessairement d'ailleurs dirigée, mais en fait on va dire est cimentée, tenue donc par une sorte de roi Arthur des temps modernes, qui est magnifiquement interprété par Ed Harris, et c'est tout simplement au fil du film, c'est tout simplement la déliquescence de cette société d'anarchistes qui ont essayé donc un système mais qui n'a pas marché. C'est un très beau film, c'est un film sur la faillite des idéaux. Romero croyait beaucoup dans les années 60, on l'a vu, il en est très 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 vite revenu, notamment avec Zombie Dawn of the Dead, et là en fait il enfonce complètement le clou, c'est-à-dire qui dit en fait, c'est un film qui quelque part est très sombre, mais qui dit en fait, peut-être que tout système qu'on essayera d'installer quelque part, ça pourra fonctionner peut-être un temps, mais c'est destiné de toute façon à capoté. Alors c'est peut-être un constat terrible, mais il n'empêche que c'est un excellent film. Romero a pu le faire d'ailleurs, ça aussi c'est assez marrant parce que personne ne voulait produire le film, et Romero ne voulait plus réaliser le film de zombies suite à Dawn of the Dead. On peut comprendre, il en avait un peu ras la casquette, et donc du coup il a démarché pour essayer de produire ce Knight Riders, et il est tombé sur des producteurs, enfin je vous raccourcis l'histoire parce que c'est beaucoup plus long que ça. Il est tombé donc sur des producteurs qui lui ont dit, écoute, on produit Knight Riders, il n'y a aucun problème là-dessus, mais en revanche, toi, tu nous dois un autre film de zombies, et c'est ce qui sera donc ce fameux Day of the Dead, qui arrivera, lui, en 85, je crois, 86, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, donc là, légalement ou illégalement, vous allez passer 2 très 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 bons moments. Donc, vous pouvez vous précipiter sur Dawn of the Dead de George Romero, alias Zombie en français, et Knight Riders de George A. Romero, alias Knight Riders en français. Donc, film sur la faillite des idéaux des 60s. Eh bien, sur cette note profondément joyeuse et avec ces murs qui rétrécissent chez moi, écoutez, je vous le souhaite. Confinons, confinez bien, et à très très bientôt en chair et en os. Amor de febrero. Me descubro floreciendo por dentro, reviviendo una canción que estaba lejos. Llego haciendo un poema de mi cuerpo, desordenando mis manos, mi ser, mi pecho. Navegamos juntos de pasión, desatando la ternura. Nos fueron los testigos, la luna y el corazón. Ay, ay, alá, 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 ay, ay, alá. Abrazándose a mi soledad, exhuma mi cuerpo adormecido, y en un solo latido su silencio me extasió. Ay, ay, alá, alá, ay, ay, alá. Fuimos amantes sin tiempo, celebrando lo efímero del momento, dueños del instante, inmersos, ahuyentando los pensamientos como hace el viento. Amor de febrero que se irá a la vaga desmesura, besándonos las dudas, nuestras almas giran. Ay, ay, alá, alá, alá,
Febrero par la chanteuse Irina González et le bassiste Sonny Adroit. Irina González chante et joue de la guitare d'un côté de Toulouse, Sonny Adroit joue de la basse de l'autre côté et par la magie de la technique, il nous donne ce morceau assez somptueux. Un morceau posté le 13 avril dernier sur Facebook. L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel, mou, caramel. Allez, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était enregistrée d'un peu partout. Elle était montée et mixée par Eric Falavier. Merci à Tulipe pour ses captations sur Facebook. Merci aux musiciens et aux artistes d'ici et d'ailleurs de continuer à poster nouveautés, reprises, concerts confinés et enregistrés qui font le sel de nos journées un peu fades, il faut bien le dire en ce moment. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Si on le peut, un Caramel Mou en équipe éparpillée façon puzzle, c'est finalement un peu compliqué à monter. Merci à Jean-Pierre Lérac, Pierrick Desgommes, Aurélia Courbière et au professeur Thibault pour leur contribution hebdomadaire. Les autres arrivent la semaine prochaine. On se quitte avec un morceau de Serge Lopez. Serge Lopez jouant Eric Satie. Serge Lopez qui, je vous le rappelle, joue tous les jours en direct sur sa page Facebook entre 12h et 13h. Un concert de midi pour l'apéro, c'est excellent. Allez, salut les filles. Salut les amis. J'espère que vous allez bien.
Merci les amis. Ça fait du bien d'être ensemble. Merci. Voilà, je vous dirai plus tard. Merci de votre présence. Caramel!